Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de votre rubrique, de la rubrique Le Point. Et aujourd'hui, on parlera de cette hausse, de cet ajustement des prix des produits pétroliers sur le marché local ou à la pompe, tout simplement. On parlera également de la crise sociopolitique qui gangrène le pays. On parlera de l'accord ou des accords, ou des désaccords, tout simplement. Et c'est avec votre invité, Clarence Sounois, qui est le leader du parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, UNIR. Monsieur Clarence Sounois, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonjour, monsieur Jean-Jules Desauguste, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On aimerait commencer avec ce qui est une actualité, ou une actualité qui n'en est pas une, l'assassinat du président Jovenel Moïse. 5 mois plus tard, on s'en souvient, vous faisiez partie des premières personnalités à intervenir sur Métropole pour dénoncer la situation, mais pour partager votre douleur, votre amertume sur cet acte odieux, évidemment. Oui, bon, c'est toujours une douleur pour n'importe quelle personne de perdre un être humain que l'on connaît. Quand je dis un humain, ça pourrait être proche. Voilà, proche ou pas proche quand même. Mais c'est le président de la République. Un regret surtout que nous soyons arrivés là, à l'assassinat d'un président de la République. Et 5 mois après, la question que l'on se pose, est-ce qu'il y aura justice? C'est la question que j'entends aussi beaucoup de la part de ses proches, mais aussi du pays, parce que c'est une question, et la justice en Haïti. Écoutez, mais je veux vous dire une chose, et c'est pas que je ne crois pas en la justice haïtienne, mais je peux nourrir des doutes par rapport à des exemples passés. Journaliste, j'ai vu des assassinats spectaculaires dans ce pays. J'ai vu, si ma mémoire est bonne, un ministre de la Justice assassiné en pleine rue de Port-au-Prince. J'ai vu un grand avocat de Port-au-Prince, Volel, assassiné devant un bureau de la police nationale d'Haïti avec une constitution en main. J'ai vu d'autres cas spectaculaires. Jean-Dominique a été assassiné dans la cour de sa station de radio, bâtonnier de l'ordre des avocats assassiné devant sa résidence, Maître Monféré Dorval. Donc, vous voyez, ce sont des faits qui remontent à cette période de transition que nous connaissons de 30 ans. Yves Volel a été assassiné en 1987. Le ministre de la Justice a été assassiné dans les années 90-91, etc. Il n'y a jamais eu de justice. Je n'ai jamais entendu parler d'un procès, monter un procès, etc. Et là, j'ai des doutes sur le président Jovenel Moïse qui a été assassiné, pour me demander est-ce qu'il y aura justice, effectivement. Quand on voit que des individus, des inconnus peuvent entrer dans un palais de justice et emporter des caisses de papier qui servaient pour les enquêtes, des pièces à conviction dans des coffres forts. Donc on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions toujours. Est-il qu'il faut réclamer justice? Pas uniquement parce qu'il s'agit du président de la République qui a été assassiné, mais parce qu'il s'agit d'un homme, moi c'est ma position, mais aussi parce qu'il y a plein d'autres jeunes qui ont perdu leur vie comme ça, des inconnus parfois, mais des personnes très connues aussi qui ont perdu leur vie, parce que tout simplement ce pays a un déni de justice, ce pays refuse d'administrer la justice comme cela se doit pour faire fonctionner une société dans un état de droit. Donc, c'est un travail à faire. Et si vous voulez, je prendrai un exemple très rapidement. Il ne faut pas que la politique se mêle de ça. J'ai des exemples ici. C'est-à-dire, arrêter des gens, ça ne doit pas être un acte politique d'abord. C'est à la justice d'arrêter sur la base de preuves de quelqu'un qui est en contravention avec la loi, qui a commis un délit ou qui a fait un crime qui est prouvé. Ce n'est pas à la politique d'arrêter, ce n'est pas à la politique non plus de libérer. C'est à la justice de faire ça. Donc nous sommes dans une situation où il faut absolument rechercher l'état de droit, dans l'équilibre des trois pouvoirs, et permettre en sorte que la justice puisse exister, puisse faire son travail. Que ce soit sur le cas de Jean-Dominique qui a été assassiné il y a 22 ans presque, ou sur les autres cas que je viens de citer. Il faut que la justice puisse travailler et sans interférence de la politique
pour pouvoir arriver à cet équilibre des pouvoirs. Les journalistes ont une autre manière de comprendre la situation. Ils accusent le gouvernement en place, notamment le Premier ministre Ariel Henry, de faire obstacle à l'enquête. D'ailleurs, il n'a pas répondu à l'invitation de la justice. Est-ce que vous, comme homme politique, vous pensez que le gouvernement pourrait avoir quelque chose à voir là-dedans? Et M. Clarence-Audroy. Écoutez, je ne peux pas savoir. C'est une enquête qui doit déterminer ça, une enquête scientifique, sérieuse, approfondie, qui doit déterminer. Il y a l'enquête judiciaire. Je vois qu'au lendemain du crime, le FBI était venu à Port-au-Prince pour enquêter. Qu'est-ce que le FBI a trouvé et qu'est-ce que le FBI a fourni à la justice haïtienne ou bien peut fournir à la justice haïtienne. Il y a des personnes qui sont recherchées, qui ont été appréhendées, arrêtées à l'étranger. Est-ce que ces personnes ont un témoignage à faire? C'est un puzzle. C'est pas quelque chose qui sera facilement résolu. Et la nonchalance du Premier ministre face à la justice, ça ne nous dit rien. Oh, écoutez, le Premier ministre est responsable de sa position. Il est en fonction, il est en place. S'il estime qu'il n'a rien à voir avec ce qui a été commis parce qu'il a eu des contacts à ce qui paraît téléphonique avec quelqu'un qui est recherché, qui est suspect, eh bien, il peut toujours se présenter à la justice pour dire qu'il n'est pas responsable. Mais s'il ne le fait pas non plus, c'est aussi sa responsabilité de bouder la justice quelque part. C'est son choix. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je crois que toutes les personnes intéressées, entre guillemets, par l'instruction de l'affaire devraient se mettre à la disposition de la justice pour faciliter l'enquête. Parce qu'il s'agit d'un président de la République qui a été assassiné chez lui. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que le président qui a été assassiné. Sous le gouvernement de Jovenel Moïse, il y a plein d'assassinats. Le cas de Montferrier d'Oval, de maître Montferrier d'Oval, le bâtonnier, c'est un cas aussi. Il y a des personnes qui intéresse la justice. Et la justice doit faire son travail pour faire venir ces gens pour leurs témoignages qui doivent être importants, qui sont importants pour la suite de l'enquête. Donc je crois qu'il faut y avoir cette collaboration. Il ne faut pas que les gens se contentent de rechercher le pouvoir politique, mais sans la responsabilité qui incombe avec le pouvoir politique. La responsabilité qui incombe, c'est que les gens qui sont au pouvoir doivent donner l'exemple de la soumission, je dirais, à la justice. Écoutez, nous avons plein d'exemples dans le monde où les anciens chefs d'État sont jugés et parfois condamnés par la justice. Que ce soit à Taïwan ou en France, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique latine, je vois qu'il y a des hommes au pouvoir ou en dehors du pouvoir qui, après avoir servi, sont à la disposition de la justice de leur pays pour répondre à des questions s'il y a des doutes, que ce soit sur la corruption ou sur d'autres crimes d'argent ou crimes de sang. Ça, c'est là où la justice est au-dessus de tout, où nul n'est au-dessus de la loi, où la loi est une pour tous. Absolument. Monsieur Clarence-Audroy, en parlant de politique ou d'apolitique, aujourd'hui, il y a le gouvernement ou le Premier ministre Ariel Henry qui occupe, même indirectement, même partiellement, le Palais national. On se souvient de ce Conseil des ministres qu'il a tenu au Palais national. Il y a des gens qui parlent de coup d'État. Quel est votre regard là-dessus comme leader politique? Coup d'État, je ne sais pas. Classiquement, ce n'est pas un coup d'État. C'est peut-être une autre forme de prise de pouvoir, de contrôle du pouvoir et de la présidence en particulier, parce que la présidence était inoccupée depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ce qu'il y a dans ma compréhension, c'est qu'il y avait une course contre la montre, je dirais, pour voir celui qui allait arriver en premier au Palais national. Il y a eu des tentatives d'autres personnes qui voulaient aller aussi au Palais national pour prendre la place du président assassiné. Le président du tiers du Sénat restant, le sénateur Joseph Lambert, qui a voulu prêter serment au Parlement pour après se rendre certainement au Palais national. Voilà. Mais on voulait peut-être voir cette situation avec vous, c'est après avoir mis à la porte l'ancien secrétaire général du Palais national, Lionel Valbrun, dans les circonstances que l'on connaît, Lionel Valbrun qui a écrit à plusieurs personnalités pour leur parler de sa situation légale et qui a rappelé que lui, il a été nommé par le président et c'est l'autorité de nomination est aussi l'autorité de révocation. Il n'a pas voulu mettre la clé sur la porte, mais il n'a pas voulu partir. Au point qu'il fallait des heures, vraiment des heures d'attente avant la cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général, le docteur Josué Pierre-Louis, ait lieu. Donc, au Palais national, dans une circonstance, si vous voulez, peu protocolaire. Et tout de suite après, on a vu le Premier ministre au Palais national. Donc,
tenant un conseil des ministres, et ce qui attire l'attention de plus d'un, M. Renoir, surtout quand on sait qu'il a eu un mandat bien spécifique pour l'organisation des élections, le rétablissement de la sécurité dans le pays, etc. Et voilà que le président est assassiné, des soupçons s'étendent partout. Donc voilà, et pourquoi on se pose encore des questions sur la situation. La question, moi, que je me pose est toute différente, je dirais. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays? C'est la question que je me pose. Que certaines personnes veulent garder leur position au Palais national comme secrétaire général, que d'autres veulent y entrer, que le Premier ministre entre par une sorte de manœuvre politique pour se retrouver à la fois président et Premier ministre, ça importe peu pour moi. Mais je regarde ça et j'analyse, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce pays? Et je ne vois pas de vision dans tout ça. Et je dis indistinctement, si vous prenez chacun des groupes qui essayent d'arriver au Palais national, quelle est leur vision d'Haïti? Quel est leur plan pour ce pays? Que veulent-ils faire des Haïtiens et de la jeunesse et des nouvelles générations qui doivent arriver pour trouver quelque chose de différent? Ce que je vois, c'est une bataille, je l'ai dit au début, c'est une course contre la montre pour, au toit que je m'y mets, il faut partir, moi je prends la position, sortez, j'arrive, et après, rien. Donc, moi, je suis dans une réflexion profonde. Nous, avec UNIR, on se dit, c'est pourquoi nous avons dit, nous ne signerons aucun des accords. Parce que nous pensons que les accords, ils sont bons, ils ont leur côté fort, leur point fort, mais aussi ils ont des points de faiblesse. Mais ce qui devrait rallier tous les accords, c'est Haïti. Quel est le plan idéal pour Haïti dans les années à venir, dans les mois à venir, pour que nous ayons un pays stable, où on peut démarrer un processus de développement économique durable pour ce pays. On peut surtout chercher à réconcilier les Haïtiens, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où les groupes se battent entre eux pour la prise du pouvoir. C'est ce que je vois. Et quand vous me demandez, le Premier ministre, Ariel Henry, est-il président aujourd'hui aussi, etc. Mais je dis, moi, je vois qu'il y a des gens qui se battent. Donc lui, il est arrivé en premier. Et aujourd'hui, il est face à d'autres aussi qui, probablement, vont chercher à prendre sa place. Moi, ce que je suggère, c'est là notre réflexion à unir, c'est que nous puissions nous asseoir pour voir les différents accords. Au lieu d'aller rechercher l'influence de l'étranger, chacun cherche à attirer le drap de son côté pour voir qui l'étranger va soutenir le plus ou le moins. Donc, moi, je crois que nous devrions faire un effort interhaïtien pour nous asseoir, pour voir les faiblesses et les points forts des accords et nous mettre ensemble pour trouver une synthèse des accords, une fusion des accords, un accord des accords pour que nous puissions avancer ensemble. Car il s'agit d'Haïti, il ne s'agit pas de s'accaparer du pouvoir. Et je vais vous dire quelque chose. Je dirais la faiblesse de l'un et de l'autre. La faiblesse de l'accord du 11 septembre de M. Ariel Henry est le fait que ce pouvoir soit occupé par des gens, on dirait qu'ils voulaient un morceau de gâteau. Et puis c'est tout. C'est une très mauvaise image de dirigeants politiques qui devraient montrer une image de serviteur. C'est-à-dire, le pays est en crise, donc je viens pour servir, sans intérêt, j'apporte un soutien, mais ce n'est pas parce que j'ai besoin de poste pour aller faire quoi. Et ceux-là qui étaient même très bruyants hier, aujourd'hui, ils sont très silencieux. Deviennent très silencieux. Bizarrement. Bon. Maintenant, quelle est la faiblesse, je dirais, de l'accord, de mon point de vue, de l'accord de Montana? C'est une procédure très longue, c'est un processus aussi qui est un peu compliqué dans comment dire ça, les différents étages qui sont prévus pour mettre les structures. C'est très lourd, très lourd comme structure à mettre en place. Et je dirais l'accord de Montana, qui est un accord dans lequel la société civile est impliquée, ce qui est à la fois une bonne chose, mais qui pourrait être aussi une mauvaise chose, parce que la société civile n'a pas pour mission, n'a pas pour vocation d'aller diriger. La société civile doit observer et faire des suggestions, des propositions, soit, mais la société civile est impliquée et devrait encourager des acteurs politiques. Quelle est sa faiblesse de l'accord de Montana? C'est la lenteur de cette structure, de cette démarche, pour pouvoir proposer quelque chose de fini à la nation, mais entre-temps, il fallait que le pays soit dirigé et gouverné. Donc le Premier ministre qui est là, il peut continuer à diriger et gouverner. Sinon, on l'avait dit, l'ancien président, le président assassiné Jovenel Moïse, le pouvoir politique s'exerce. Voilà. Mais où est-ce que vous voyez vous-même dans tout cela, Clarence Sounor, comme leader politique? Vous n'êtes ni à gauche ni à droite, au centre, mais en observateur, vous regardez les choses. Est-ce que vous pensez que c'est un bon comportement dans cette crise que l'on vit aujourd'hui? Non, je ne suis pas un observateur, je suis un acteur. Un acteur seulement qui ne prend pas de position extrême pour dire, moi
Moi, je soutiens cet accord, donnez-moi un poste, ou bien je soutiens l'autre, qu'est-ce que vous m'offrez pour soutenir l'autre? Et je connais des acteurs politiques qui ont signé les deux. Parce que ce sont des gens qui cherchent des positions, des opportunités. Moi, nous on n'est pas dans la recherche. Alors, on ne peut pas servir de Dieu à la fois, de maître à la fois. Nous observons, certes, mais nous agissons aussi. Nous agissons comment? Nous voyons comment on peut mettre ensemble des personnes qui pensent que réunir les différents acteurs ou porteurs d'accords serait la meilleure chose à faire. Donc nous nous mettons avec eux pour proposer une médiation interhaïtienne, une médiation interne, avec le support de personnes qui ont l'expérience pour aider à trouver une solution à la crise. Parce que un accord ne doit pas s'opposer contre l'autre accord. C'est ce qu'il faut éviter. Un accord ne doit pas s'opposer à l'autre accord. Si nous évertuons à faire cela, eh bien, nous prolongeons l'instabilité dans le pays et il n'y aura jamais de paix. Vous parlez au tenant des accords, qu'est-ce que vous leur dites? Non, je les avais rencontrés avant, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans la réflexion, dans l'initiative de voir comment on peut monter une initiative interhaïtienne, une initiative haïtienne pour une médiation. Et si ça peut marcher, et tous les autres groupes qui sont impliqués, moi j'ai des personnes qui m'appellent, qui ont des initiatives de ce genre. Moi je les encourage, je participe avec eux à la réflexion pour voir comment nous pouvons trouver quelque chose de durable. Parce que ça, il faut insister là-dessus. La solution doit être une solution durable, consensuelle et qui peut vraiment apaiser la situation. Nous ne pouvons pas aller de conflit en conflit. Renverser un groupe pour mettre un autre à sa place, prendre la place d'un autre groupe, ça ne finira jamais. Vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert depuis toutes ces années, vous parlez de dialogue, d'initiatives interhaïtiennes, etc., pour sortir le pays du chaos. Vous n'avez pas l'impression de n'être entendu par personne, de n'être écouté ou de prêcher dans le désert, tout simplement? Je suis certain que le désert m'entend. Et dans ce désert, il y a beaucoup de personnes. Ah bon? Il y a beaucoup d'Haïtiens dans ce désert. Il y a beaucoup de personnes qui sont en dehors je dirais, de la vie active politique, mais qui comprennent qu'il faut faire quelque chose. Et prêcher dans le désert, c'est prêcher quand même. Donc il faut continuer à le faire. On dit les murs ont des oreilles. Donc je crois que les murs écoutent aussi. Et peuvent un jour... Les murs, ce sont des Haïtiens qui pensent qu'ils ne sont pas impliqués dans cette crise, qui pensent que ce n'est pas leur problème, cette crise, qui pensent qu'ils ont d'autres terres d'accueil, parce qu'ils ont d'autres pieds à terre dans d'autres pays. Donc ça ne les concerne pas. Non, je crois qu'ils doivent se mouvoir un jour, sortir de l'immobilisme, de l'inertie, pour aller dire, écoutez, nous aussi, nous sommes conscients de la situation, nous pouvons offrir quelque chose. Parce que moi, je l'ai dit souvent et je vais le répéter ici, je ne suis pas dans la démarche politicienne pour aller vers un poste de pouvoir. Je suis dans une démarche historique pour voir ce que je dis dans mes propos, dans mon discours, qu'est-ce que cela peut apporter comme élément positif dans la construction d'une nouvelle Haïti. Pas pour détruire quelqu'un, un groupe, un parti ou mon propre pays. C'est pourquoi je n'avais jamais adhéré dans ma prise de parole aux discours violents qui ont eu pignon sur rue, qui ont toujours été invités dans les médias, dans les radios, sur les plateaux de télévision, parce qu'ils prêchaient la violence. Donc je préfère prêcher dans le désert, mais prêcher la paix. Et pourtant, la crise continue, monsieur. Ça prendra son temps. Ça prendra son temps. Le peuple d'Israël avait passé 40 ans dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Ça prendra du temps. Et je ne suis pas... J'ai un ami qui m'avait dit, je crois un jour ou l'autre, même après ma mort, que quelque chose se passera dans ce pays, une révolution surgira, éclatera dans ce pays. Je pense que oui, il y a quelque chose de positif qui doit sortir. De la prédication, le prêche dans le désert? Non, pas ça forcément, je veux dire... Le fait que les gens puissent un jour prendre conscience, je suis certain que ça arrivera. Ça prend son temps. La conscience n'émerge pas comme ça quand on est à l'aise dans le marasme. Il y a des gens qui tirent leur marron du feu. C'est bien cette situation chaotique, le désordre, ça profite. Mais ils finiront par se rendre compte que les États-Unis, qui aujourd'hui est le pays le plus riche au monde, militairement, économiquement, si les États-Unis étaient dans le désordre permanent, ils ne seraient pas un pays riche, etc. Plein d'autres exemples dans le monde. Donc nous devons arriver à cette stabilité, à cette volonté, ce désir, cette volonté, cette manifestation réelle de vivre ensemble pour que nous puissions tous être, je dirais, dans un pays normal, normalisé, civilisé, où nous pouvons vivre ensemble. On parle de désert, on aime bien cette image dont on fait mention pour expliquer, mais aussi expliciter ce dont on parle, ce que l'on raconte sur le plateau. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, M. Clayton-Noir, que le peuple devient indifférent? C'est comme, je vais dire, un mot qui peut paraître fort, mais pas
de guerre. Un chien qui serait indifférent à l'égard de son maître, parce que le maître, à un moment de la durée, a été indifférent à son égard. Pourquoi je le dis ? 2018, le peuple presque en entier a pris les rues et on se souvient des émeutes des 6-7 juillet 2018 à la suite de cette annonce faite par le gouvernement et du président Jovenel Moïse. Mais aujourd'hui, le gouvernement actuel a annoncé la hausse ou l'ajustement des prix du carburant. Rien n'est fait, on ne trouve presque pas de leader pour intervenir. Le peuple est muet. N'est-ce pas une forme d'indifférence à l'égard de ce qui ne m'intéresse pas, peu importe ce qui arrive, moi je m'en fous, je continue ma vie. C'est pas peut-être une manière de voir la situation? Non, je le vois de deux façons. Je vois une fatigue et je vois aussi l'échec d'une forme de politique. Les deux peuvent rendre indifférent. Ben oui, oui. Ça peut paraître de l'indifférence, mais les gens sont concernés. Parce que toute augmentation du prix, vous parlez d'ajustement, c'est un doublement de prix, de coût. Alors, le gouvernement parle d'ajustement, je reprends le mot, mais c'est augmentation. Une augmentation substantielle, considérable. Et alors que le prix chute sur le plan international, à côté en République dominicaine, le prix a chuté des produits. Donc, je vois d'abord l'échec d'une forme de politique et une fatigue. La fatigue parce que, écoutez, M. Desaugustes, je suis un témoin aujourd'hui, acteur dans la politique, mais un témoin et acteur journaliste. J'ai vu ce peuple s'offrir aux politiciens à tout appel, à tout moment, pour rien parfois. Mais le peuple a été toujours présent pour faire la grève, pour manifester, pour se mobiliser, pour se sacrifier. Mais à un certain moment, les gens sont fatigués. C'est humain. Je ne peux pas manifester chaque semaine. C'est vrai que les gens sont au chômage, ils n'ont rien à faire, mais on peut manifester chaque semaine. Trouvez-moi des semaines à se battre pour quelques gouttes de carburant. Trouvez-moi du travail aussi. Vous me sollicitez tout le temps dans les rues. La deuxième chose, cette forme de politique à outrance, d'interpeller tout le temps le peuple et de refuser de s'asseoir ensemble. C'est l'échec de cette politique d'animosité, c'est pas le mot que je cherche, animosité. Combat de rue, tout ce que vous voulez, mais de problématiser tout le temps les situations au lieu de chercher, oui, il faut les problématiser, mais il faut chercher des solutions aussi ensemble. À un certain moment, on doit s'asseoir ensemble, entre adversaires politiques, pour dire, écoutez, où est-ce que nous allons avec ce pays? Et puis, voilà, mais on ne l'a jamais fait. Donc c'est tout le temps le peuple. Quelqu'un qui perd les élections, il mobilise des gens. Quelqu'un qui veut gagner les élections, il mobilise. J'en parlais de distribution d'armes et de munitions, ça c'est autre chose. Mais la rue tout le temps. Et pour moi, c'est un échec de la politique, de la confrontation, voilà ce que je voulais dire, permanente, violente, au lieu de faire le dialogue. C'est le dialogue. Dialoguons, on peut ne pas s'entendre après dans un dialogue, mais commençons par le faire. On n'a pas fait. C'est un échec. La deuxième chose, la fatigue est due à quoi? À un désintérêt aujourd'hui de la population, qui s'est manifesté aussi dans les périodes électorales. Vous voyez, d'année en année, de période électorale en période électorale, le taux de participation chute considérablement en Haïti. Parce que les gens se disent, finalement, je vote pour quelqu'un, la personne ne termine pas son mandat, ou bien la personne ne fait rien pour changer ma condition. Et venons-en maintenant, aujourd'hui ici, avec ce qui s'est passé au cours de ces 5-10 dernières années, des manifestations à tout bout de champ, des pays locs, des barricades, de l'huile sur la chaussée, etc. Pourquoi? Pour garantir des postes à certaines personnes qui voulaient avoir des postes, leur part de gâteau. Et donc le peuple se dit, écoutez, moi je suis le dindon de la farce, et dans cette farce, je ne veux plus participer. Le peuple prendra les rues quand il le sentira nécessaire de le faire, mais pas pour les personnes qui vont tout le temps le solliciter, à lui demander de descendre dans la rue, à les casser, à les briser, à se sacrifier. Vous vous imaginez de cette période, vous vous souvenez de cette période de pays loc, pendant 3 mois, les étudiants n'ont pas pu aller se rendre à l'école. Les écoliers ont perdu tout un trimestre. Pourquoi? Pour entendre après que des gens ont été payés, soudoyés, pour entendre après, pour voir après des gens venir dans des postes gouvernementaux parce que c'est ce qu'ils voulaient obtenir, et puis la situation du peuple reste pareille. Moi, je pensais des Augustes que Mounio vraiment fatigué dans ce sens-là, que le peuple a dit, moi, je ne vais pas le prendre la rue encore pour n'importe qui gens. Il paraît indifférent, il paraît résignation. Ça fait mal de voir ça. Les gens sont pratiquement résignés. Pour y augmenter, bon, ça me fait. Ils ont changé, qui ça me capable de faire? Mais en même temps, on les dit, mon pape Bayo, violer encore,
façon de parler, et je ne peux pas abuser encore, parce que chaque fois que vous avez besoin de prendre poste pouvoir, vous avez besoin de jeter au monde, vous mettez dans la rue, vous finissez par faire. Nous, à UNIR, nous nous sommes évertués au cours de ces 3 dernières années à dire, mes amis, il nous faut dialoguer entre nous. Il n'y a pas de diable avec qui on ne peut pas dialoguer. Jovenel est-il le diable? Mais oui, je vais dialoguer avec lui parce que je veux sauver mon enfant, mon pays qui est Haïti. Mais les gens vous disent, ah, si vous dites ça, Clarence Renoir, monsieur son dealer de drogue, monsieur son kidnappeur, s'il dit qu'il faut parler avec Jovenel parce que Jovenel, pas rien comme ça, c'est aller pour l'aller. Depuis l'aller d'ailleurs, tout le bagage marche bien dans le pays. Mais c'est parce qu'on voit aujourd'hui. Nous aurions mieux fait de dialoguer entre nous. Et c'est fun pour crédit ça nous-mêmes dans l'unir, parce que j'en ai souffert de ça. J'en ai bavé même, parce qu'il y a des gens qui insultent, humilient, parce que me dit dialoguer. Mais c'est ce qu'il nous faut encore aujourd'hui, dialoguer entre les porteurs d'accords pour trouver une fusion des accords. Et de fusion accord ça, nous allons commencer à construire un pays puis devant, lorsque nous avons réuni conditions pour nous faire élection, pour des autorités légitimes et pour changer le personnel politique là, ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui, comme on le dit en leadership, ici et maintenant, face à cette crise multiforme? Vous avez parlé des accords, M. Clarence Renoir, mais surtout sur la crise sécuritaire. La sécurité qui prend tout en otage, ou l'insécurité qui prend tout. C'est la vie que l'insécurité prend en otage aujourd'hui. Dans tous les quartiers, dans les moindres coins et recoins d'Haïti, on retrouve un groupe de gangs, un chef, un soldat, un général, qui dicte la vie, qui oriente presque tout le monde dans la société et de manière générale. Et l'on vit au premier degré cette situation à l'entrée sud de la capitale. Après la pause, on parlera peut-être des actions fortes. Si vous avez des exemples, des idées à partager avec la population, avec les gens également, on en parlera davantage après la pause. Clarence Renoir, leader du parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, qui est avec vous, avec nous sur le plateau de Métropole aujourd'hui, avec qui nous faisons le point, évidemment. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons. À tout à l'heure. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point. Au début de cette deuxième tranche, on aimerait envoyer un petit SOS à la police parce qu'il y a une situation qui devient plus ou moins inquiétante dans la zone de Bois-Vernat, à l'impasse Gentil, ou l'impasse Gentil qui n'est pas gentille au moment où nous parlons, parce qu'il y a des barricades qui sont dressées sur la chaussée. Pour l'instant, on ignore les motifs ou les causes de cette mobilisation. On invite la police à agir. En conséquence, comme journaliste, vous diriez quoi, Clarence Renoir? Bon, c'est une situation tendue un petit peu, si je comprends bien, parce qu'il y a, dans cette zone, il y a des écoles, si je comprends bien, il y a aussi d'autres... Des magasins, des boutiques, des bars. Donc, voilà, ça... C'est quoi en réalité? Les choses n'ont pas changé. Jusqu'à cette place, à un certain moment, je dirais la même chose pour dire, écoutez, il y a telle situation qui se développe dans tel quartier, il y a des tirs, il y a une situation tendue. Et il y a des familles qui sont bloquées dans cette zone également et qui crient au secours, et nous partageons cette information avec l'histoire de Métropole aussi. C'est une histoire qui se répète dans ce pays. On dit que l'histoire ne se répète pas. Nous répétons tellement les choses que les choses deviennent, je dirais, des faits divers finalement pour nous. Et... Non, mais c'est des faits divers. L'insécurité, les gens qui meurent à l'entrée sud de la capitale chaque jour. Autrefois, on était choqués de voir un blessé en sang dans la rue. Aujourd'hui, un mort, on passe à côté, la vie continue. Et sans dire que, écoutez, que des jeunes, par exemple, kidnappent une jeune fille, tuent cette jeune personne, et puis jette son corps sur une poubelle, sur une décharge, c'est grave. C'est-à-dire nous sommes entrés dans une phase de déshumanisation qui fait que, écoutez, je ne sais pas, je ne veux pas dire que le pire est devant nous, le pire est à venir, mais si nous ne pas prendre au sérieux, ça va passer là, dans le pays. Hein? Si nous continuons à gommer pour pouvoir, sans que nous ayons une vision d'Haïti, et c'est ça, c'est comme ça que nous avons commencé. Il faut nous avoir une vision d'Haïti. Il faut nous dire qui ça nous voulait. Nous dans réflexion ça. Nous disons qui vision pour Haïti, avec des objectifs à atteindre. L'insécurité, son problème, donc son objectif à atteindre. Resécuriser le pays. L'école haïtienne, il faut refaire l'école. Parce que, on a envie d'entrer dans le détail que l'école haïtienne, autrefois les jeunes de mon âge, aujourd'hui, mais les jeunes, quand on avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, on finit le baccalauréat, on se battait pour aller dans les lycées, pour avoir une bonne place au lycée. Parce que c'était la meilleure école du pays. Une école d'excellence qui était.
Parce que, écoutez, hein, les grands écrivains haïtiens, les grands hommes politiques haïtiens, tout est dans le lycée pratiquement, puis là-dedans, on est passé, oui. Et je vous dis à qui ça lycée aurait représenté? La dernière école qu'on aurait laissé fréquenter à son enfant. Donc, ouais, il y a un paquet de bagages pour nous refaire dans le pays, ça. Pour que l'école de la République, l'école publique, les lycées, est une autre image. Est une autre image. Et que les former jeunes, et formation doit être une formation totale, holistique. C'est-à-dire qu'il prend en compte non pas seulement l'instruction, mais aussi la formation de l'être haïtien. Pas mettre les gens dans un banc d'école pour apprendre à compter, pour apprendre à faire géométrie, algèbre, etc. Non, mais nous besoin faire un être haïtien différent qui, pour rebondir sur l'insécurité, qui ne peut pas retourner les âmes contre le pays, encore contre son propre frère. C'est ça qu'on a regardé dans le quartier là. Il y a cela quelques mois, et Clarence, vous avez dit que la crise haïtienne est essentiellement politique. Et nous reprenons cette déclaration. Est-ce que des mois plus tard, vous avez la même position, le même comportement, en fait, oui, la même idée sur la crise sociopolitique du pays? Elle est forcément essentiellement politique, parce que la politique tient tout. OK? Pas, je ne dirais pas en otage, pour faire un jeu de mots, mais tient tout. Parce que s'il y a une vraie volonté politique, l'économie va démarrer. Faire une ouverture, donner les opportunités à tout le monde, ouvrir le crédit à plus de personnes, etc. Donc l'économie, il dépend de politique là. Il dépend de capacité nous, pour nous entendre, nous, pour nous chita, pour nous discuter, pour nous créer la paix dans le pays, pour que nous sécurisions le pays. Donc sécurité dépend encore de politique là. Car s'il y a une volonté politique aujourd'hui, le problème de sécurité à résoudre dans le pays, oui, pas une volonté politique. Il y a des gens qui ont profité des ordres d'insécurité ça pour bien asseoir position. C'est l'autre jour que j'entendais sur Métropole que il y a des gens qui dans le gouvernement qui provoquaient des audios, qui créaient des audios, qui alimentaient et qui viennent prendre l'argent dans le président, par exemple, pour dire on va le pacifier tel côté, pour le faire comme lui. Donc on va sortir dans l'insécurité si c'est comme ça va la fête. Donc il faut vraiment que nous recréions l'autre être haïtien qui au niveau de responsabilité que nous allons prendre la société à demain, les pays ça faut me protéger, mais faut pas abuser dans ce sens ça, nous créer des ordres là et puis qu'on va chercher l'argent soi-disant pour mal porter les bandits, menti m'ba bandit à un dixième de ça me prend et puis reste à moi-même m'enrichir avec lui. Donc toujours qu'un bon climat de désordre dans le pays à des fins très personnelles, égoïstement personnelles et indignes de responsables politiques et de dirigeants du pays pour que c'est ça on fait pour faire comme dans le pays. Et si vous permettez-moi pour équilibrer ma parole, je ne vais pas dire ça parce que pas que l'autre monde dans l'autre secteur qui est là dans le nom. Dans le secteur politique, dans le secteur d'État gouvernemental, là, dans le secteur politique, moun k'ap goumè proposition politique, puis gagner plus leadership, puis capable gagner moun qui derrière yo, plus espace, puis capable élu, yo même dans même bagarre là tout, fournir des armes, munitions, bail des jeunes pour aller dans le pouvoir. Moun dans le secteur privé, là dans le tout. Lorsqu'on parle de famille qui a importé des armes en Haïti, attendez. Même sous dans nos commerces comme ça, ou qu'on les armes dans côté de la laterie, et pour continuer à faire comme ça, sous pays où? Mais l'argent quand même, qu'est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce que tu fais de ton pays avec ça? Donc, moi, je pense que quand je parle d'école, il n'y a pas seulement l'école pour classique pour tout le monde, non. Nous avons l'école pour faire nationale pour tout le monde. L'école de pensée, une pensée haïtienne. Ah, mais une pensée haïtienne. Pour dire, est-ce que nous souhaitons que le pays s'arrange? Qui j'en souhaite le ranger? Comment nous allons le ranger? Et comment nous allons vivre en dedans? Ben, c'est pour nous dire tout clairement, si nous n'avons pas besoin de ça fait du tout, que les gens qui ont opinion sur eux, qui ont toute autorité, qui ont pouvoir, l'argent, pouvoir, toute leur force dans les mains, ils disent, nous n'avons pas besoin de ranger, nous voulons le désordre là comme ça, et puis là, ça, tout le monde connaît qui ça voulait. Mais nous voulons voir un autre pays. Un pays qui offre plus d'espace à des jeunes, qui peut faire jeunes, ils ne sont pas obligés de quitter le pays, ils peuvent prendre honte sous frontière de l'autre pays, puis expulser, puis humilier, puis esclaves, puis bêtes. C'est nous pour changer cette situation là. Donc oui, tout tient de la politique. Il faut que nous fassions effort pour changer ça. Il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas aller plus loin que côté nous là aujourd'hui. Nous sommes en 2020, nous avons fait une émission spéciale. Nous avons dit 2021, nous avons parlé mieux. Aujourd'hui, nous au début de la fin de l'année 2021, nous allons entrer dans 2022. Il y a des gens qui pensent que 2022 est capable de plus grave. Vous pensez que nous allons tomber plus bas que côté nous là et Clarence sur moi? C'est pas un souhait. Je ne pas souhaiter que nous tombions plus bas, mais nous sommes en route pour nous tomber plus bas. Et de toutes les manières, pour être positif, on dit là, nous tomber plus bas, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que nous allons toucher le fond, nous allons rebondir monter à la surface. C'est ça, je souhaite qu'on y a là. Que côté nous arriver, nous allons toucher le fond pour nous remonter à la surface parce que nous ne pouvons pas continuer à quitter, nous allons mourir. La nation a péri. Donc pour ne pas quitter ça arriver, il faut que nous rebondissions, remettions tête à la surface des Augustes. Si vous permettez-moi,
Moi particulièrement touché, enfin moi-même, pas moi-même, mais on m'a parlé jeudi à la part en tant que Clarence Renoir uniquement, même je porte la parole pour un ensemble de personnes qui pensaient que unir une vision, un comportement, un discours, etc., autant de livres, m'a parlé pour eux là, et dans le nom yo. Il y a deux bagages que j'ai envie de dire merci. Est-ce que, dans le niveau parti, il a accepté que Clarence n'a pas obligé d'entrer dans le poste gouvernemental parce que ça a une sorte d'impatience parfois au niveau des partis politiques militants il faut le manger, il faut le vivre, donc il faut le prendre poste gouvernemental. Mais heureusement, nous avons un parti qui a construit et qui est d'accord que nous sommes capables de construire en automne, nous n'avons pas besoin d'entrer dans le poste gouvernemental. Ce n'est pas ça le premier objectif. L'objectif, c'est Haïti. La deuxième chose, moi, il y a des gens dans le parti qui est dans tout le pays, mais particulièrement dans la zone sud, la capitale, pour ne pas aller pour plus près, qui depuis quelques mois pas qu'à traverser pour faire activité. Il y a des jeunes qui ne sont pas à l'école, des jeunes étudiants qui sont avec nous dans le parti. Nous ne pouvons pas faire une réunion parce que nous ne pouvons pas traverser sur le carrefour pour venir dans le centre-ville Port-au-Prince. Tant que moi-même, je vais venir pour nous chita pour nous parler ensemble. Ce n'est pas normal pour que l'autorité qui est en place, quelle qu'elle soit, de l'administration de Jovenel Moïse à Jodi, à l'administration de différents premiers ministres qui passent à l'administration Ariel Henry, que nous quittons une situation comme ça développée dans ce pays, jusqu'à ce que un poste de police a été pris, occupé, incendié en partie par des gens illégaux qui ont fait bagage ça. Et puis, là, c'est tout, on va dire qu'il n'y a rien. Maintenant, on me dit... Il y a aussi qu'une fillette de 7 ans est morte dans cette affaire. Et on me dit que, bon, ok, la police a travaillé qu'on y a, oui, c'est vrai, la police va faire sécuriser route pour mon aller dans la plage. Et c'est un choix ou c'est un égarement? Moi, je pense que c'est son égarement. Parce que la fierté pour la police, prend 2 coups, plusieurs. On va énumérer rapidement pour en matière de travail, la police, institution, responsabilité. Il prend 3 coups majeurs. Mars 2021, 5 policiers dans le village de Dieu perdus comme ça. Et puis jusqu'à aujourd'hui, là, on ne peut pas rien fait de tout ça. On ne peut pas ni arrêter les gens, il va juger les gens, il va retrouver corps policier. Qui est-ce que madame a pensé? Et qui ont voulu un corps ou institution qu'on y a là, il agit avec enthousiasme, courage et intrépidité pour le travail de sécurité quand tu connais s'il perdu et puis mais la République, mais comment regarder. Deuxième coup la police t'apprend, c'est village de Dieu là. Mais pour moi c'est un coup terrible. Pour des nègres qui prennent l'uniforme de la police, il y a comme on a dit là, il y a passé en dérision le policier qui est un agent de sécurité pour sécuriser les vies et les biens au service de tout le monde. Et puis, ils prennent ligne, ils mettent uniforme, ou tant de dire, Charles la police a sécurisé bandits, Charles la police a bandit passage, etc. Comment la police a fait tomber dans ce type de bagage ça jusqu'à ce que qu'on y a pris un poste? C'est pas la première fois qu'elle prend un poste police. Elle était pris un poste pendant la période de crise là, dans plusieurs types postes de police. Mais gros commissariat, sous-commissariat ça, puis entrer dans le bâtiment ça, pour le comme ça. Image ça, moi, elle déjà à l'étranger, au Liban. Côté toute façade caille, on sait de côté c'est trop balle qu'il a dedans parce que c'est un pays qui est en guerre permanente. Moi c'est à nous là. Nous avons une situation de guerre permanente. Et on n'est pas capable de dire, l'autre coup police t'apprend toujours, c'est le prestige de cette institution à terre avec l'assassinat du président de la République. Il faut que nous elle comme ça. Il faut nous elle dans le sens que c'était la responsabilité de la police de sécuriser le président de la République. S'il faillit à mission, il y a un problème au sein de cette institution qui est la police. Donc je dis, il faut que l'institution ça, nous remodeler, retravailler, reballe mission et reballe prestige pour que les policiers qui cap travail capable de jouer un espace pour le travail. D'après vous, M. Renoir, qu'est-ce que ça de fait aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est la parole qui engendre l'action, mais on ne peut pas passer toute sa vie à parler. On ne vit pas de pain seulement, mais on ne vit pas de parole seulement non plus. Et tant que nous sommes dînés, nous déjà dans le fond, selon un peu le monde. Qu'est-ce que ça de fait, M. Renoir? Vraiment. Si nous disons dans quelques heures, dans quelques jours s'il le faut, pour qu'au moins nous pas lever la semaine prochaine dans la crise totale, crise globale, ça qui fait. Moi, je vais poser des questions un peu pratiques à mes invités quand j'en ai l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des actions fortes, avec des hommes forts également. Donc voilà, qu'est-ce qui devrait se faire aujourd'hui? On a envie de dire que l'action est dans la parole aussi. Parce que la parole mène à l'action. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ok. Il faut que... Parce qu'on ne peut pas agir aussi à l'aveugle. Je regrette, entendez,
un officier. Et je n'ai pas émis cette image d'un officier de l'armée qui a crié dans le public. C'est preuve de faiblesse. Le major Eddy Marcelin qui demandait des chars. Son nom importe peu pour moi. Bon, je regarde l'image. L'information est totale. Absolument. Disponible. Mais je regarde l'image, je ne le connais pas. Mais je me dis, mais comment un officier en tenue, habillé, a crié en public, non, cérémonie officielle, pour dire, bah, nous, c'est une bagarre, cela, non. Ce sont des choses qui se règlent à l'intérieur. La police, l'armée, le gouvernement se réunissent pour dire, nous sommes en face de situation de guerre, parce que ce sont situations de guerre liées. Qui ça en a fait? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition? Qui ça nous a joué? Qui sont mal cherchés pour me barrer ou pour le faire travailler? Mais pas en public pour vous demander comme ça. En plus, pour tomber, crier comme un enfant. Moi, je n'ai jamais vu barbecue crier, pleurer. Moi, j'en ai 400 marois, comment les crier. Moi, c'est des nègres qui ont kidnappé les gens, qui ont fait des ordres et qui ont tout audacieux pour le faire. Parce que pendant que c'est illégal, comme moi-même qui est légal, qui sont officiers de l'armée, m'a crié en public, m'a dit bon ci, bon ça. Et de toutes les manières, la force seule ne pourra pas résoudre ce problème. C'est un problème trop complexe, problème nous là dans le pays. Crise politique la complexe, autant que crise d'insécurité complexe, que ne pas résoudre par la force, débarquer, craser, briser ou aller. Non, c'est dans le dialogue. Je me souviens, en 1994, lorsque les Américains devaient entrer en Haïti, ils devaient entrer par la force, oui, mais c'est le dialogue qui a changé le cours de l'histoire. Les Américains étaient décollés de Basio, puis ils viennent laguer bombes sous caserne, etc. Ça pour capable d'entrer dans le pays en 1994. Finalement, avec Colin Powell et Jimmy Carter, et ils ont rencontré les gens, peut-être rencontrer ici les généraux, etc. Mais ils ont dit, OK, venez pacifiquement. Il n'y a pas de résistance. Donc le dialogue mène à l'action et dans la plus bonne action, c'est le dialogue qui peut venir vers lui-même. Donc je dis à la, face à la crise, nous là, je vais insister sur lui-même. Il faut que nous chita pour nous parler, pour nous définir ensemble un agenda, un plan pour le pays, ça, pour nous dire qui ça nous voulait, comment nous voulons, qui j'aimerais le faire. Si nous ne faisons pas ça, celui qui prend sur lui d'agir seul, parce qu'il pense qu'il a besoin de gros points, il a besoin d'armes pour le faire, mais il a fait erreur parce qu'on a retourné dans le même bagarre là et peut-être en pire. Vous avez pris l'exemple de 1994, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de résistance sur le terrain, mais aujourd'hui, est-ce que les bandits, les groupes armés illégaux ne vont pas résister face à l'État qui se révèle faible, très faible? L'État inexistant. Parce que l'État existait là, ça même. Ce que j'entends, je ne peux pas confirmer, mais j'entends qu'au contraire, l'État négocie avec bandits Baokob. Inacceptable. De toutes les manières, force de sécurité pays nationale, écrasée depuis longtemps, écrasée pour plusieurs raisons. Avant même que tu aies démobilisé l'armée en 1995, c'était déjà écrasé parce que tu as un paquet d'air qui a passé droit là lui-même. Aujourd'hui, la sécurité est privée en Haïti. Son step back américain t'a dit qu'on fait exagérer. C'est-à-dire? La sécurité est la privée. Écoutez, combien de compagnies de sécurité privées dans le pays? Ou pas faut-il compter? Toute la sécurité est privée. Il y a des gens qui n'ont jamais besoin que l'armée existe, ni que la police soit capable de discipliner le nom, parce que le commerce de sécurité ne va pas fonctionner encore. Alors que ce n'était pas le cas autrefois. Donc, tu as l'armée, tu as la police, il fallait que tu aies discipliné, tu aies une bonne conduite, une bonne philosophie pour faire ça ou bien pour faire, une doctrine pour respecter, mais tes tribunaux pour juger aussi, et bien que mes forces de sécurité ça en place, parce que c'est sécurité nationale pour le plus simple des citoyens. Je dis, cette force de sécurité nationale qui t'a assassiné au président de la République, qui est censé chef dans la Kaili, c'est grave. Donc ça me t'a parlé de coup la police, c'est ça. Coup sécurité, problème nous là, c'est très grave. Il faut pour nous résoudre ensemble. Et il m'a donné une réflexion. Il m'a demandé où on a couru pour un pouvoir, pour dire mais à quoi pas un bon pouvoir. Il m'a dit pour nous dire nous, qui ça nous va le faire avec pas un mauvais nom pour le bagaille, mais nous non melting pot de bagaille, un bouillard mimi de bagaille qui n'est pas bon. Une sorte de kachou-bombé en bon créole. Kachou-bombé en bon créole, il n'est pas bon. Ce n'est pas la prise du pouvoir d'abord qui importe, c'est comment gérer cette affaire pour que l'homme arrive sous pouvoir, moi-même, moi, je gérer le tout, mais il faut gérer ensemble. Et c'est ce qui a été, malheureusement pour le malheur du président Jovenel Moïse. Têtu, attendez. J'ai eu sur ce plateau, ici, cette antenne en métropole, une discussion avec l'un de ses principaux conseillers. On dit, monsieur, le pays ne peut pas être dirigé avec un groupe uniquement. Ah oui, mais la démocratie veut, c'est nous gagner, c'est nous pour diriger. Non. Ce pays est trop fragile. Il faut qu'on colle les morceaux ensemble. Regardez, bizarrement, je vais faire un exemple avec vous pour comprendre. Lavalas, famille Lavalas, issue de qui parti? De OPL, Organisation Politique Lavalas. OPL, c'était Organisation du Peuple en Lutte, que le DE.
il vient décliner en organisation politique Lavalas, il vient décliner encore en Lavalas. Mais OPL était OPL. C'est ennemi juré, oui. Ils soutiennent la même racine idéologique, ils étaient habitués à parler ensemble, ils étaient habitués à travailler ensemble, ils étaient Premier ministre ensemble, président ensemble, ils viennent craser. Ils ne veulent pas parler. Je vous dis à pas parler, tout de même comme Montana. Bizarrement. Donc c'est ça pour nous faire dans le pays, oui. C'est mettre Lavalas parler avec OPL faire la fusion, unir, bon côté, l'autre parti, etc. Venir, ancien Duvalier risque qui toujours pensé au Jean-Claude Dissou, qui est toujours là, PHTK journaliste, pour nous garder ensemble. Nous avons un seul intérêt, Haïti. Donc on fait taire ambition, on fait taire au sentiment l'une contre l'autre, pour nous capables de dire, on regarde les pays ensemble. Maintenant qu'il passera l'accord de Poduchar, on se souvient de cette tentative, mais aussi de toute cette tentative faite, des accusations portées l'un contre l'autre, etc. Dans question de tentative de dialogue, tentative avec la conférence épiscopale, religion pour la paix. Maintenant, on est encore à la case départ à chaque fois et que la crise s'envenime davantage, M. Renoir. Je crois que les acteurs se rendront compte qu'il n'y a pas d'autre issue qu'un vrai dialogue interhaïtien. Et les étrangers aussi, acteurs étrangers. D'ailleurs, ils le disent. Les États-Unis répètent chaque jour, c'est haïtien pour jouer une solution à la crise. Les États-Unis ont un problème pas la gérer. De temps en temps, regardez, moi ça m'étonne, je le dis, moi c'est un peu le monde fait commentaire là tout. Comment expliquer que 17 Américains prennent un otage et puis les Américains ne me disent qu'il n'y a pas aucune action faite? Le pays d'accueil, la police haïtienne, pas que les gens font tentative pour la libérer. Au contraire, c'est bandits qui paraissent généreux. C'est grave, hein, que nous quittions, nous arriver dans cette situation. Comme quoi, on y a un monde capable de dire, mon cher, merci beaucoup, oui. Et monsieur le kidnappeur, mais tel groupe, 400 maouzou, parce qu'on libère 2 personnes pour moi, ou bon toi, et moi, en santé, psychologiquement, moi, pas. Mais aucune tentative. Il y a une négligence, un mépris total d'Haïti, une fatigue d'Haïti. C'est une indifférence, bien sûr. Il faut que nous prenions nous-mêmes pour nous dire non. Nous devons relever notre prestige parce que nous avons une grande histoire, quand même. Nous avons une grande histoire que nous oublions, que nous ne pas enseigner jeunes encore, que nous mépriser parfois. Mais nous avons une belle histoire, une grande histoire. Et nous sommes capables et bah, pays a l'autre destin. Et pays a doué l'autre destin. C'est pas ça qui est ce pays d'Haïti. Il y a des gens qui parlent d'inconscience qui prend place en Haïti. L'inconscience face à la crise politique, l'inconscience face à la crise sécuritaire, l'inconscience face à la crise globale. Tout dépend de l'éducation, de notre histoire. La conscience se crée dans les faits. C'est au contact des faits que la conscience se crée. C'est au contact de l'histoire, de la connaissance que la conscience se crée. Si je suis conscient que faut aider des pays, il faut me remettre pays, il faut me protéger l'environnement pays, il faut me avoir les pays, il faut me regarder dans l'histoire, me côté me sorti et il faut me connaître côté me aller. Il faut me regarder dans l'histoire tout, si je suis conscient que je dois voler l'État, il faut me regarder dans l'histoire combien de gens jugé déjà, combien de gens condamné, combien de gens punis parce qu'ils ont volé. Les gens qui ont tué, est-ce qu'ils ont puni? Si je regarde dans l'histoire, je ne sais pas si puni. L'homme est un animal, il a fait même bagarre, il a répété, oui. Il a fait même criminel parce qu'il ne dit pas qu'il a puni. Mais je continue. Vous avez l'impression que ça ne va pas se résoudre demain ni aujourd'hui? Écoutez, il faut commencer quelque part. Rien ne se résout en un clin d'œil, comme quoi par miracle, Haïti va changer demain. Il nous faut prendre conscience. Ça m'a dit là comme discours, peut-être que dans 20 ans, après, répéter encore, je ne sais pas. Même sûr que dans 25, après, il va commencer à changer, parce qu'il faut le changer, on joue quand même. Et c'est quand il y a l'incendie dans une maison, quand elle a fait une boulée, comme on ne va pas arrêter dans la rue, on est obligé de reconstruire. On reproche à nos leaders de manquer de pragmatisme dans leurs paroles, dans leurs actions aussi, dans leurs décisions. Et ça met le pays à genoux aujourd'hui. Je ne vais pas dire comme ça, mais je pense tout simplement que nous avons une mauvaise façon pour aborder la politique. Malheureusement, dans le pays, si vous regardez l'histoire, en plus, le monde toujours considéré la politique là comme chasse gardée. Je dis, bon, moi-même, je prends le pouvoir, et bien, je prends le lettre, sur le point être moi. Et je prends le pour moi, parce que le pouvoir m'appartient. Et qu'on sorte de confusion des rôles qu'on fait dans le pays, comme ça, le pouvoir de un tel. Ce n'est pas son pouvoir. Il gère un pouvoir par un mandat. Il va le passer là, ce n'est pas son pouvoir. Donc, c'est regarde-nous par rapport au pouvoir, regarde-nous par rapport à l'autorité. C'est ça qui peut changer dans le pays, pour nous dire nous ne sommes que des serviteurs passagers. Je vous dis là, nous avons servi un pays, nous avons servi l'autre monde a fini après nous, nous avons fait des actions positives, il y a des gens qui ont fini, qui suivent et qui continuent la construction. Ça, parce que la démocratie, c'est un éternel
son éternelle construction que lié, la fin bagaille. Là, le développement, c'est une construction permanente. Ça m'étonne, mal dire comme ça, pour un exemple. À brûle pour prendre avec comme ça. Ça m'a étonné de voir que le président Biden arrivait, il vient proposer une loi, un projet qui est le Build Back Better. Et il va investir combien de trillions de dollars là-dedans pour construire pont, route aux États-Unis. Bon, même les mal aux États-Unis, m'impressionné pour route, ouais, pour pont, oui. Mais M. Vigny l'a mis sur toujours la construire. C'est ça, un pays. C'est que une Vigny il fait, l'autre la Vigny il continue à faire, l'améliorer jusqu'à ce que le pays arrive dans l'idéal. Il ne va jamais arriver dans l'idéal parce que la vie change. Chaque fois, voyage, de nouveaux bagages qu'on ne connaît pas avant, sauf en Haïti. Tout est fait dans le sens contraire. Ma préférée, mon capitaine de là, a un livre que un ancien diplomate américain qui était ici, qui était écrit. J'ai oublié, il était dans la métropole, il a fait une interview avec lui comme journaliste ça. Il dit, lire les bagages là, en français, écrit dans le sang, written in blood. Il parlait de l'histoire pays d'Haïti, qui est toujours un sang là-dedans. Et je te parle de quelqu'un qui a écrit ce livre, qui était sorti dans les années 95, 96 environ. Ouais, presque 20 ans, 25 ans après, nous en sommes toujours dans l'histoire pays. Et qu'est-ce que ce monsieur a dit dans ce livre? Il dit, dans tout côté, le passé en mission déjà diplomatique, c'est le seul pays qui a une dégradation constante. Route qui était bon ou pas bon, il va ranger. Environnement dégradé, il y a coupé pied bois tout le temps dans le pays. Alors je dis à quelqu'un qui dit, Clarence, c'est qu'on y a pas coupé pied bois. Parce que si kérosène prix a doublé à 300 combien de gouttes de vignoble là, qui j'en paysan va le faire cuite manger la caillou, qui j'en va le faire lui-même dans la caillou, c'est qu'on y a pas couper pied bois dans le pays. Donc voilà. Donc là, je pense qu'effectivement, la question qu'on t'a posée tout à l'heure, est-ce que nous y venons en fond? Est-ce que nous allons le fond? Il faut nous remonter. On a fini Clarence Chinois, mais je me mets à la place de n'importe quel autre jeune, n'importe quel autre citoyen qui, pas même tabac, mais qui s'est perdu dans ce pays. Et moi, j'ai rencontré quelques amis hier, monsieur mauvais, qui n'a une famille, m'a dit, ah, monsieur, pas stressé. Je donne des conseils comme un expérimenté. Peut-être, monsieur a dit, mais c'est parce que le pays a découragé. C'est le désespoir qui est chez les Haïtiens aujourd'hui. Que dirait-on à un Haïtien qui est désespéré, qui peut partir, qui est déjà parti, qui est revenu en Haïti, mais qui a envie d'abandonner, de tout abandonner et même parfois de s'abandonner. Parce que sortir dehors, il y a kidnappé lui. Pas une personne qui a levé le petit doigt pour lui, dans le privé comme dans le public. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui est laissé pour compte. Voici l'image de la jeunesse haïtienne, voici l'image du peuple haïtien aujourd'hui, M. Renoir. Et je m'adresse à vous comme leader politique aujourd'hui, dans une position, etc. Mais peut-être au pays de manière générale, à la société. Et ça, je traduis, si vous voulez, ce que j'ai entendu, vécu avec les jeunes de ma génération. Les faits sont là de toutes les manières. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Quand il y a des jeunes qui ont quitté le pays, ça. Au bon occasion de me retourner sur l'introduction, me faire. Et pour finir, par l'introduction. Qui ça nous voulait faire de pays? Pour moi, c'est la question fondamentale. Et cette question, ça, je ne sais pas. Qui s'en a fait de pays? Souvent, quand on répond à une question, ça, il va aller. Il va dégager, il cherche un bagage de l'autre côté. Il a humilié, il a tourné encore, il a mouru dans l'âme, mais peut-être mettre d'autres pour aller. Parce qu'il connaît la situation. Mais qui ça nous voulait faire de pays, ça? Ces réflexions, ça, la question-là posée. Et réflexions, et jeunes qui désespérés. Avec raison, me dit lucidement. L'aurait des bagages là-haut, il faut lucide, me dit, mais il n'y a pas d'espoir là. Mais chacun doit prendre sa responsabilité. Dans cette situation, ça, on ne prend pas, on ne prend pas. Il y a des gens qui ne prennent pas et tout. Pour que, ensemble, nous changions ça. Parce que l'abandon, c'est il faut avoir du courage pour partir, pour quitter Haïti. Il faut avoir du courage. Ce n'est pas un billet d'avion que tu prends, tu pars, non? Les gens qui partent sous frontière, qui fait humilier, qui travaillent dans des conditions nouvelles, les gens qui sous pont del Rio, c'est du courage. Parce que c'est exposer sa vie, en sachant que tu peux mourir en mer, tu peux mourir sur les frontières, dans les déserts. Et ça arrive. Donc il faut avoir du courage. Moi, j'ai envie de dire jeunes, courage, ça nous gagne pour nous affronter l'inconnu, les déserts, les animaux sauvages dans les déserts, sur les frontières, le froid, la maladie, l'humiliation. En nous, mettre courage ça ensemble pour Haïti. En nous unis, nous, pour mettre courage ça au service d'Haïti. Nous avons besoin de ça. Pas jeunes seulement, parce que si vous venez pour continuer, vous va gagner dans le meilleur. Mais les jeunes entiers de ce pays aussi. Il ne va pas quitter le pays à casser comme ça. Et il faut faire des choix d'Haïtiens, on envie de dire. Pour que ce n'est pas l'intérêt personnel qui guide dans le choix.
Ah, moi, connais tel comme candidat, et puis monsieur bon, bon, même si vous ne pouvez pas craser le pays, mais la bonne opposition, la bonne, ça me besoin. Il faut faire des choix, je dirais, contre nature parfois, pour dire tout non. J'ai un jeune qui m'a écrit, qui dit mon bagaille, qui dit, Clarence, tu connais, il y a monde qui a sollicité, qui t'a aimé, que je travaille pour eux. Mais je préfère échouer avec quelqu'un que je crois honnête, que me réussir avec des gens qui connaissent que le pays a le craser. Ça m'a ému aux larmes. Qu'un jeune qui n'a pas rien dans elle, qui a besoin de corps justement pour le vivre. Mais il fait un choix. Le choix de l'honneur. Le choix de l'avenir. Il dit, moi je préfère échouer avant. Mais parce que je crois au son monde qui est honnête, qui a une vision pour ouvrir le pays à l'autre côté, et vous montrer qu'on n'a pas besoin de place dans tout ça qui a passé là comme exemple. Que je vais échouer. Pour que je réussisse avec un monde qui me connaît pertinemment, ça l'a fait pas bon, me connaît le cas du pays, me connaît ses corruptions, l'a fait, me connaît ses meurtres, l'a fait, me connaît tout. Je n'ai pas besoin de réussir avec mon ça. J'ai besoin de réussir dans la dignité. C'est ça que nous avons besoin de faire, je ne dis là. Les gens qui en vivent une pire riche, qui en vivent une millionnaire ou multimillionnaire, pas fait choix ou qu'on est capable de détruire le pays. Quittez choix ça, ce n'est pas bon pour Haïti. Les gens qui ont besoin des positions pour le travail parce qu'ils ont besoin de ministres, ils ont besoin de ci, soit, pas fait choix ou qu'on est capable de détruire le pays. Parce que ça, moi, quand je retourner sur nous là, en 2021, 2022, je qui l'élection qu'elle a faite là, moi, peur que parole prophétique que le professeur Vaniga a prononcée, qui t'a coûté le cher, que nous ne pas retourner dans le bagage encore. Je me garderai de citer cette phrase, pour que tout le monde comprenne ça, me le dire. Nous ne pouvons pas retourner dans le passé qui n'est pas bon. Nous ne pouvons pas retourner dans le bagage que nous expérimentons déjà, nous n'est pas bon pour le pays. Il faut que nous fassions des choix lucides, intelligents et d'avenir pour Haïti. Merci beaucoup, M. Clarence Saunois. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas au bout du tunnel aujourd'hui. C'est comme Christian Farid pourrait le dire, demain n'est pas la veille. Et c'est malheureux, c'est bien malheureux. Si nous sommes au bout du tunnel, on ne va pas demander dans l'avenir pour inviter encore à parler. Parce que je pense que c'est seule force que je gagne. C'est seul ça que je suis capable de faire. Et merci d'être invité. Ça peut arriver souvent que vous invitez dans la radio parce que je ne peux pas parler paroles violentes. Je ne peux pas faire grand titre à la presse pour dire Clarence va le casser, il va le briser, il va le bloquer. Donc, paroles, moi, sont paroles qui sont trop douces, trop soft, il n'y a pas besoin. Mais merci d'être invité et me souhaiter que dans pas longtemps, invitez moi encore. Merci beaucoup de votre disponibilité, M. Saunois. Merci beaucoup. Comme d'habitude, donc, à Métropole, donc, chez vous, Métropole. Merci. Donc, d'abord, poser une question peut-être pour nous finir, je annoncé faire déjà. D'abord, dit, rapidement, M. Sao, qui pensait à mener 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 0, mais contre qui, face à quelle équipe? Haïti est tout simplement qui périt chaque jour. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point de Métropole d'aujourd'hui. Votre invité, Clarence Saunois, et je suis Jean-Jules Desaugustes. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.